Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. En moins d'un an, environ 200 brebis ont succombé aux attaques de loups dans les élevages de Saône-et-Loire. Une situation qui évidemment a donné lieu à de nombreux débats dans le département. L'espèce est protégée en France, néanmoins, des tirs de défense peuvent être exceptionnellement autorisés et exécutés par les louvetiers de l'Office français de la biodiversité. Deux loups, a priori solitaires, ont ainsi été abattus sur notre territoire. L'un le 13 novembre 2020 à Saint-Romain-sous-Gourdon et le deuxième au mois de juin 2021 à Flagy dans le Clunisois. Pourquoi le loup est-il de retour chez nous ? Qu'est-ce qui l'amène à s'attaquer au troupeau alors qu'il préfère de loin le gibier sauvage ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous accueillons dans notre studio Victor Morin, éducateur canin, comportementaliste animalier, spécialiste du loup et notamment de l'éducation des louveteaux. Bonjour Victor. Bonjour. Alors Victor, les attaques de loups, je le disais en introduction, ont fait grand débat ces derniers mois en Saône-et-Loire. Une meute de loups, on le sait, elle a des techniques particulières de prédation. Elles sont précises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle se structure, cette meute, pour attaquer le gibier sauvage ? Tout va dépendre des meutes. Chaque meute va être différente, va avoir sa propre culture de chasse, ses propres apprentissages, son propre contexte, son propre système interne à la meute, ses propres proies, son propre contexte. Plus la meute va être vieille, c'est-à-dire plus la meute va être construite depuis longtemps, plus la meute va être structurée, plus la meute va être solide. Plus une meute est solide, plus elle a une culture de chasse qui va être riche. Donc du coup, on va avoir une meute qui va créer différentes stratégies en fonction de différentes proies, en fonction de différents contextes. Et ces stratégies, ça peut être par exemple un loup qui va sur une côte, un loup qui va partir sur le bas de la côte, un loup qui va partir sur le haut de la côte, un autre loup qui va peut-être poursuivre le chamois. On va avoir un loup qui va se cacher dans un buisson, un loup qui va passer par au-dessus pour prendre le chamois en tenaille. Le chamois va descendre la côte et va être attrapé par le loup qui était caché dans le buisson, par exemple. Ça, c'est une des différentes stratégies qu'on peut avoir. En général, les loups peuvent attraper aussi. Il y a un loup qui va attraper à l'arrière-train, pendant qu'un autre va essayer d'attraper à la gorge, à la panse. On va avoir tout un tas de stratégies et on peut dire qu'on a autant de stratégies qu'on a de meutes, qu'on a de loups, qu'on a de situations. Comme j'ai dit tout à l'heure, plus une meute est âgée, plus une meute est structurée, plus les individus se connaissent intimement et se connaissent bien. Donc, ils peuvent anticiper, du coup, la réaction de celui-ci dans telle situation, la réaction de celui-là dans telle situation. Une meute, c'est vraiment un super organisme. Et les meutes que vous avez pu observer, étudier, en moyenne, elles contiennent combien d'individus ? On parle de structure, de meutes. Ça dépend du territoire. En fait, dans chaque territoire, il y a suffisamment de proies pour nourrir tant de loups. Donc, il n'y aura pas plus de loups. Les situations où il y aura plus de loups, c'est quand il y aura des portées, il y aura des jeunes. Donc, il faut nourrir les jeunes, il faut nourrir la portée. Mais quand les jeunes vont arriver à un certain âge, la meute va se restructurer. Donc, il va y avoir des loups qui vont partir, qui vont être éjectés. Et au final, quand on va revenir à la saison de reproduction, il y aura autant de loups que de proies pour nourrir la meute dans ce territoire-là. Il peut très bien y avoir un territoire qui est capable de nourrir 3 loups, un autre territoire qui est capable de nourrir 8 loups. Voilà, aux États-Unis, on voit aussi des super meutes qui s'installent où on peut avoir jusqu'à 33, 38 loups. Donc ça va vraiment dépendre du territoire. En général, on va dire 6-8 loups. Avec une organisation de meute qui est toujours basée sur la domination, il me semble, de certains individus sur l'autre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça s'organise ? Chez le loup, on va avoir un couple. Un couple, on va avoir le père, la mère, qui va naturellement, comme chez nous, dans nos familles, qui va se positionner tout en haut avec une autorité qui est présente, qui n'a pas besoin de se négocier parce qu'elle est là. Et généralement, on va avoir les jeunes de l'année précédente, donc qui sont sous l'autorité des parents, parce que s'ils n'acceptent pas l'autorité des parents, il faut qu'ils s'en aillent, ou alors qu'ils chassent les parents. Donc ils vont être sous l'autorité des parents, et on va avoir les louveteaux de l'année, qui eux sont trop bébés, donc ils vont être sous l'autorité des parents, mais aussi sous l'autorité des jeunes, qui sont en général très contents d'avoir des bébés, d'avoir des petits frères, d'avoir des petites sœurs, ils sont très heureux. Ils se placent en général, il y en a beaucoup qui vont se placer dans le rôle de tata, dans le rôle de tonton, ils adorent ça. De temps en temps, on va avoir des individus qui vont être acceptés par la meute, qui vont arriver, qui vont être acceptés. C'est pas forcément très très rare, c'est pas commun non plus. Et ces individus-là, généralement, ils sont acceptés parce qu'ils vont respecter l'autorité du couple qui est au-dessus.
On va aussi vraiment avoir des inhibitions sociales. C'est la mère de famille qui a le droit de faire des bébés, donc elle va couper les chaleurs, par pression psychologique, elle va couper les chaleurs des autres femelles. Le père, c'est lui qui a le droit de faire des bébés aussi, par pression psychologique, il va empêcher les autres mâles de s'accoupler. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'il y a... Voilà, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il y a une portée par meute, toujours une portée par meute, toujours un père, toujours une mère. Ça, c'est faux. Il y a des meutes où on va avoir... où le mâle reproducteur va s'accoupler avec 2 femelles, 3 femelles. C'était le cas à Yellowstone, chez la meute des druides, où le Super Loup 21, dans les années 2000, il s'est accouplé avec 3 femelles. On peut avoir des loups aussi qui vont choisir de s'accoupler avec le mâle qui n'est pas le mâle reproducteur. Donc on va avoir 2 couples dans la même meute, mais il y aura toujours un couple qui aura l'autorité. Chaque meute est différente. On parle de reproduction, de louveteau. Justement, vous êtes éducateur canin, comportementaliste animalier. Vous avez publié, Victor Morin, cette année, un livre auto-édité qui s'intitule « L'éducation du louveteau ». Comment ces petits louveteaux, justement, apprennent-ils à chasser? Est-ce que c'est inné tout ça, ou il y a une part vraiment d'éducation au sein des meutes de loups? La question de l'inné et l'acquis, c'est un mélange extrêmement complexe où on va avoir les comportements qui sont guidés par des choses innées, des choses instinctives, et qui vont se modifier par l'apprentissage. Donc apprendre à chasser, ça passe par le jeu, et le jeu, c'est on fait semblant de vivre. Et comment se formulent les jeux, comment se créent des jeux? On propose ça, on propose ça, on propose ça. On part de rien du tout. Les louveteaux, ils partent pas d'une carte de règles du jeu, avec plein de règles du jeu, avec une étagère avec plein de jeux de société. Ils partent pas là-dessus, ils partent avec rien du tout. Ils proposent des choses, c'est drôle, on invente des jeux. Donc Rick McIntyre, qui est un biologiste qui se trouve à Yellowstone, s'est amusé à faire des listes de jeux en fonction des différentes portées. Et on s'aperçoit que chaque portée va développer sa propre liste de jeux avec ses propres règles du jeu. On peut avoir roi sur la montagne, donc le but du jeu c'est de monter sur un rocher, de défendre son rocher, voler la place de l'autre sur le rocher. On va avoir le je te chasse, on va avoir des échanges de rôles, je t'attaque, tiens il y a un objet, je transporte l'objet, je détruis l'objet, je mâchouille l'objet. Il y a tout un tas de types de jeux qui vont se créer. Le jeu c'est faire semblant, c'est s'entraîner à la vie. Donc ces jeux ont une base instinctive. Et avec l'apprentissage, avec l'éducation, ça va tout se modifier pour apprendre finalement à chasser. Donc, les premières chasses, elles ont lieu quand, ces premières chasses? Est-ce que c'est le moment où, j'attrape le premier papillon quand je sors de la tanière? Donc la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'il sort de la tanière, quand est-ce qu'il attrape son premier papillon? Est-ce que c'est le moment où à 2-3 mois, ils arrivent sur le site de rendez-vous et tiens, on va commencer à chasser les campagnols? Est-ce que c'est ça la première chasse? Ou alors est-ce que la première chasse, c'est les premiers jeux de chasse? Ou est-ce que c'est le moment où on quitte le site de rendez-vous et on commence à accompagner papa et maman à la chasse et tiens, on commence à participer à la chasse, les premiers échecs, les premiers... Est-ce que c'est ça? Alors, où elle est la réponse? C'est encore une question que moi je me pose et sur laquelle je travaille encore. Victor Morin, on parle de l'éducation des louveteaux. On présente souvent la louve comme un symbole ultime de la protection maternelle. Est-ce que dans les faits, ça se vérifie? Est-ce que vous avez pu l'observer, ça? Ou est-ce que c'est totalement fantasmatique? Encore une fois, ça dépend des louves. J'ai vu des louves qui n'avaient strictement rien à faire de leur louveteau. Plus je me débarrasse rapidement de mes louveteaux, plus je suis contente. C'est ce que j'ai pu constater chez certaines louves. Il y en a certaines qui sont angoissées à la simple idée que leur louveteau puisse sortir de la tanière. Je l'ai constaté aussi, ça. On va avoir des louves qui n'acceptent pas que les autres s'approchent de leur bébé. Donc j'ai constaté des conflits éducatifs entre le père et la mère, parce que la mère n'acceptait pas que le père s'approche des louveteaux, et le père a dit c'est bon, tu nous embêtes, j'ai le droit d'aller voir mes bébés. Ça dépend des louves. Vous vouez aujourd'hui votre vie justement à essayer de comprendre cette éducation des louveteaux. Pour cela, vous avez souvent étudié des meutes captives. Victor Morin, est-ce qu'il y a une différence de comportement entre les loups captifs et les meutes qui ont la chance, je dirais, aujourd'hui en France, d'évoluer dans le milieu sauvage? Alors ça aussi, c'est un vaste débat. Je communique beaucoup avec des spécialistes du loup qui sont très loin au-dessus de moi, très loin meilleurs que moi sur le sujet, et qui me disent il faut aller voir le sauvage, il faut aller voir le sauvage. Donc ils ont entièrement raison. La meilleure façon de comprendre le loup, c'est d'aller voir le sauvage. Sauf que quand on va voir le sauvage aujourd'hui, sur un an, on va peut-être voir 100 fois le loup,
Si on a énormément de chance, comme certains photographes animaliers, j'ai des amis pisteurs qui ont vu le loup, voilà, ça fait 10 ans qu'ils pistent le loup, ils l'ont vu pour de vrai une poignée de fois, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc ça veut dire qu'ils ont vu le loup peut-être 2-3 minutes cumulées en 10 ans. Donc ouais, il faut voir le loup à l'état sauvage, mais la meilleure façon de le faire, c'est d'aller à Yellowstone. Hein, c'est la Bible du loup, c'est là-bas où on peut vraiment étudier le loup. La meilleure façon de comprendre le loup en interne, c'est d'aller en parc animalier et d'accumuler les heures d'observation. J'ai, rien que sur le mois de mai, 60 heures d'observation d'une meute de loups avec ces louveteaux. Ce qui est beaucoup plus que quand je vais pister le loup sur le terrain. Alors effectivement, il y a des différences. Quand on parle d'une meute de loups en captivité, on peut faire la comparaison. Il y a, dans les années 90, les scientifiques ont envoyé en Antarctique. On a un espace qui est trop petit, une communauté artificielle qui ne s'est pas choisie. Chaque problème va prendre des gigantesques proportions. Quand il y a un conflit, on ne peut pas fuir, on ne peut pas régler le conflit bien comme il faut. Quand il y a un individu qu'on ne peut pas supporter, qu'on a envie de dégager de la meute, on ne peut pas le faire. Donc c'est vraiment une communauté artificielle dans une zone trop petite. Donc on a effectivement, puis en plus tous les problèmes du quotidien sont pas les mêmes. Il n'y a pas besoin de chercher à manger, il n'y a pas besoin de chercher à boire, il n'y a pas besoin de chercher la sécurité, il n'y a pas besoin de chercher sa proie, il n'y a pas besoin de... Tous ces problèmes-là n'existent pas. Il pleut, j'ai envie de m'abriter, oui mais j'ai mon abri. Je m'ennuie aussi. Il y a beaucoup d'ennuis parce qu'il n'y a pas tous ces petits soucis du quotidien. Donc effectivement, il y a une différence. Il y a une vraie différence. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir à mélanger les deux. La meilleure façon, comme j'ai dit, d'étudier le loup, de voir le loup, c'est d'aller en captivité ou en semi-captivité. Et même parfois de rentrer dans l'enclos directement avec les loups, ça permet d'interagir directement avec les loups, ça permet de comprendre des choses de manière différente et de faire des pas en avant. Mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Il faut aller sur le sauvage, il faut compléter les observations captives avec le sauvage et aller poser la question au sauvage. Est-ce que ce que tes potes captifs m'ont montré, est-ce que c'est vrai ? C'est ça la question qu'il faut poser. C'est trop compliqué en France de faire ce boulot-là correctement. Il faut aller à Yellowstone, il faut aller dans des grands parcs naturels où les loups n'ont pas trop peur. Dire même à Tchernobyl, les loups ont plus l'habitude de voir des humains. C'est super, c'est un super laboratoire pour moi, Tchernobyl. Vous l'évoquiez, effectivement, même si on parle de plus en plus du loup en France, il est très difficile de pouvoir l'approcher. Avez-vous néanmoins, Victor, eu la chance de pouvoir observer une tanière de loup ? Oui, avec un ami pisteur en Lozère, il m'a emmené sur une tanière qui n'était pas occupée à le moment où nous y sommes allés. Et donc il m'a montré une tanière de loups sauvages. Nous avons découvert la pataugeoire des louveteaux, l'endroit où les louveteaux découvraient l'eau pour la première fois. C'est un moment très émouvant parce que même si les loups n'étaient pas là, c'était vraiment, il n'y a pas de doute possible, c'était une tanière de loups qui a été habitée plusieurs fois, peut-être depuis des siècles. Et on sait qu'on est dans l'intimité du loup, on sait qu'on n'est pas chez nous, on est chez le loup. Pour moi, c'est quelque chose de très émouvant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et de manière éthique, de manière personnelle, par respect pour l'animal, par respect pour la meute, à cette époque de l'année bien précise, je m'interdis d'y retourner parce qu'ils sont peut-être là-bas. Donc je ne veux pas les déranger. Ils sont chez eux, c'est pas chez moi. Il faut un écosystème particulier pour que le loup s'installe, Victor ? Alors, le loup, c'est une espèce qui a une gigantesque capacité d'adaptation. On va en trouver au Mexique, dans les déserts au Mexique. On va en trouver dans le Grand Nord au Canada. On va en trouver chez nous dans les zones tempérées. On va en trouver un petit peu en Mongolie. Un écosystème particulier, j'ai envie de dire, il y a des proies, la zone est confortable, il y a un peu d'eau. On est bien là. On le disait en introduction tout à l'heure dans notre département, 200 brebis sont mortes en 1 an. Est-ce que ce grand prédateur a besoin de manger tous les jours? Quels sont ses besoins en termes de proie? On sait qu'il y a certains animaux qui n'ont pas besoin de se nourrir forcément tous les jours. Encore une fois, ça va dépendre de l'individu. Donc nous, il y a des humains qui ont besoin de beaucoup manger, il y en a d'autres qui ont besoin de moins manger. Là, on est pareil. En l'état sauvage, un loup, n'importe quel prédateur sauvage ne va pas forcément trouver de la nourriture tous les jours. Donc ça peut très bien arriver que le loup ne mange rien pendant 2, pendant 3, 4 jours. Parfois, il va manger tous les jours, une fois, 2 fois par jour. Ça va vraiment dépendre de l'individu. Alors les données que j'ai pu trouver à ce sujet-là, c'est qu'en moyenne, on va tomber sur 1 ou 2 kilos de viande par jour, par individu. Donc à peu près 4 kilos de cerf, par exemple, par jour. C'est une moyenne. Il y a des individus qui vont en manger moins, il y a des individus qui vont peut-être en manger un petit peu plus. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout va dépendre du contexte de la meute. Certaines meutes vont manger à la carte. C'est-à-dire que le loup, c'est un géographe. Il
connaît parfaitement son territoire. Il sait parfaitement où vont se trouver les proies. Au moment où on parle, il sait où se trouve la population de chevreuils, il va le savoir, et puis s'il ne le sait pas, il va vite les retrouver, très très vite. S'il a envie de manger du chevreuil, il va taper du chevreuil. S'il a envie de manger du sanglier, il va taper du sanglier. Si à ce moment-là, dans ce contexte-là, ce qu'il faut qu'il tape, c'est de la brebis, il va taper du brebis. On parle d'une meute structurée et bien installée. Mais dans certains territoires, on a des meutes qui n'ont pas le choix. Le territoire est pauvre en proie. Donc, on va avoir une meute qui va être beaucoup plus opportuniste. Dès que j'ai l'occasion de taper ça, je vais taper ça. Parce que j'en ai besoin. Ça, c'est vital. Donc, par exemple, quand on a pisté en Lozère, on s'est aperçu une meute bien précise. Il y avait un éleveur qui avait quelques brebis. Il avait une dizaine de brebis. Il y avait un patou au milieu de ces dizaines de brebis. Mais les villageois se plaignaient parce que le patou faisait son travail. Il aboyait, il empêchait un petit peu de s'approcher. Très impressionnant. Du coup, il s'est retrouvé avec une pétition sur le dos. Donc, il a enlevé son patou. La nuit même, 4 brebis étaient tapées. Donc là, on a vraiment une meute qui est dans l'opportunisme et qui va taper ce qu'elle peut. On a bien compris, Victor Morin, que le loup, en gros, il s'adapte à tous les écosystèmes. Est-ce qu'il y a néanmoins des facteurs qui favorisent son installation chez nous en Saône-et-Loire et par exemple dans le Clunisois où il y a eu des attaques récemment et un loup solitaire? Le Clunisois, c'est une zone qui est intéressante. C'est une vaste zone de petites montagnes avec de très très belles forêts, des cours d'eau qui sont parfaitement placés. Voilà, autour de Flagy, j'ai repéré au moins 3 ou 4 zones qui sont parfaites pour l'installation d'une tanière de loup. Donc on a des cours d'eau qui sont bien placés, on a du gibier, c'est très très vivant. On a des zones où il y a peu d'humains. Et on a peu d'humains, on a de la forêt, on a des vastes prairies, des clôtures totalement inefficaces, des haies qui sont formidables pour un animal sauvage. Les haies qui sont là-bas sont formidables, c'est des couloirs de passage. Il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de lynx, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas de loup. Le seul prédateur, c'est nous. On n'est pas vraiment des concurrents du loup. On n'est plus des concurrents du loup. C'est parfait. Le Clunisois est une zone absolument parfaite pour le loup. Il se sent bien là-bas. Et il a raison de se sentir bien là-bas. Le seul obstacle majeur au loup là-bas, c'est nous. Dans le Clunisois, et en Saône-et-Loire en général, les 2 loups qu'on a retrouvés, qu'on a abattus, étaient visiblement des loups solitaires, appelés loups en dispersion. Cette errance, elle s'arrête à quel moment, Victor ? Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la dispersion. La dispersion, c'est quand un jeune a terminé un petit peu son éducation, ou bien avant, quand il estime prêt, quand il va se faire un petit peu éjecter de la meute, ou il va choisir de partir de lui-même, soit parce que les parents vont lui mettre de la pression, soit parce qu'il a envie de créer sa nouvelle meute, soit parce qu'il n'a plus assez de place dans le territoire pour accueillir un loup supplémentaire. Donc il va partir à la recherche d'un territoire et d'un partenaire ou d'une partenaire pour former une nouvelle meute. Parfois, on a des loups qui vont choisir d'intégrer de nouvelles meutes. Cette dispersion, on a encore tellement de variabilité, ça va dépendre des individus. On a des individus qui vont faire 100 km, d'autres qui vont en faire 600, qui vont revenir. On a des individus, on a un individu qui est parti d'Autriche, qui est allé jusqu'en Espagne, vers le Saint-Jacques-de-Compostelle. On a des individus qui partent de Pologne, qui arrivent dans les Vosges. En Mongolie, je crois que c'est le record qu'on a eu un individu qui a fait 7000 km, quelque chose comme ça. Ça va vraiment dépendre des individus. C'est pendant la dispersion qu'il y a le plus de morts, parce que le loup est tout seul. Donc il doit tout affronter tout seul, alors que la force du loup, c'est sa meute. Donc la dispersion, elle va s'arrêter quand il va trouver un territoire qui va être confortable. Et là, soit il va s'arrêter provisoirement pour faire une pause parce que c'est cool, il n'y a personne. Soit quand il va trouver un partenaire. Mais généralement, une meute va se poser quand ils sont 2, ils sont en couple, sur un territoire confortable et sur un territoire qui est libre, surtout. Normalement, c'est à ce moment-là. On a vu des situations, donc Yellowstone, qui est vraiment le laboratoire mondial du loup. On a vu un individu bien précis qui est parti en dispersion et qui est revenu dans sa meute. Quelques mois plus tard, sa meute était très contente de l'avoir et puis qui est pas reparti. Victor, on dit que le loup, il tue pour se nourrir et pas pour le plaisir. Qu'est-ce qui explique que les loups en dispersion, comme ceux qu'on a pu avoir nous en Saône-et-Loire, tuent les brebis par dizaines dans les élevages sans forcément les consommer? Il y a plein de raisons. Déjà, dans ces conditions normales de chasse, quand un loup va choisir une proie dans un troupeau, le troupeau va se disperser, il va y en avoir un petit peu de partout, et il va poursuivre cette proie-là, qui va se retrouver isolée, il va taper cette proie, et quand la proie va mourir, quand il va commencer vraiment, il va tuer la proie, autour de lui, il y aura une zone de calme. Il n'y aura plus personne. Donc, il va passer à la phase suivante de la séquence de prédation, c'est-à-dire la consommation, ou le transport ou la consommation. Dans des prairies, comme on a aujourd'hui, des prairies clôturées, quand il a tué une brebis, autour de lui, il y en a 50, 200 qui sont encore en train de paniquer. Alors, ça, c'est l'explication
par les gènes, c'est l'explication éthologique. Donc en fait, la séquence comportementale de prédation se bloque et repart. Et redémarre. Et c'est reparti. On est en phase repeat. Et on en tue une autre. Et encore une autre. Et encore une autre. Calmez-vous les gars, on en tue une autre. Ça, c'est ce qu'on appelle le surplus killing. On tue parce qu'on n'arrive pas à l'étendre. C'est exactement ce qui se passe avec un renard qui entre dans un poulailler. C'est le même principe. Après, on a certaines meutes qui vont tuer volontairement 4, 5, 6 individus. Ces meutes-là, c'est des meutes qui vont faire des réserves. Elles vont tuer ces individus-là et le lendemain, elles vont revenir se nourrir sur les cadavres qu'elles ont tués. Le surlendemain aussi. Ou c'est des meutes qui vont aussi s'apercevoir, qui vont être conscientes qu'il y a des concurrents. Il y a du lynx, il y a peut-être d'autres meutes. On a peut-être tué 7 proies à la frontière des territoires avec une autre meute, donc ils sont peut-être courants, donc ils vont prendre la décision de tuer 3, 4, 5 proies pour avoir des réserves, ou alors ils savent qu'ils vont peut-être se faire voler la proie par un ours, ils vont être en train de manger, il y a un ours qui va débarquer, qui va leur voler la proie. La solution la plus intelligente, c'est de tuer 3, 4 proies pour avoir suffisamment à manger, pour avoir des réserves, pour avoir des choses comme ça, ou pour se dire, tiens, l'ours, il pourra pas manger les 3 proies, donc du coup, moi, quand je vais revenir, il y en aura encore une pour moi, par exemple. Dans notre département, Victor Morin, nous n'avons pas encore d'ours, ça pourrait arriver. Par contre, on a des chiens errants. Alors là, c'est un petit peu difficile en dehors du piège photo. Comment peut-on faire la différence entre une attaque de loup et une attaque de chien errant ? Alors, ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que ça, c'est l'une des questions qui va sortir de mon domaine de compétences. Aujourd'hui, le loup, en France, ce qui va être principalement étudié, c'est ses interactions avec le pastoral. Sauf que les interactions avec le pastoral du loup, c'est un pourcentage minime du quotidien du loup. Et ce pourcentage minime, on en fait la une des journaux et on parle que de ça. Donc on nous donne l'illusion que c'est la majorité de la vie du loup, ce qui est faux. Moi, je vais étudier tout le reste. Donc je vais étudier l'éducation du louveteau, et pour comprendre l'éducation du louveteau, je dois comprendre le quotidien d'une meute. Donc ça, c'est une question qui sort de ma compétence, donc je suis allé chercher la réponse chez un monsieur qui étudie ça, c'est le président de l'association Alliance avec les loups. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une attaque de chien, ça va être désordonné. Quand une attaque de loup, ça va être le plus ordonné possible en fonction de la situation. On va avoir des signatures. En général, le loup, il va consommer cœur, poumon, foie, à tous les coups. La panse va être un petit peu mise à l'écart, on va vraiment avoir une ouverture du thorax. Le loup va vraiment étouffer à la gorge, il va taper, il va faire une morsure d'immobilisation au niveau du bassin, au niveau de la panse aussi, et surtout on va voir qu'au niveau des cuisseaux arrière, il va retrousser la peau pour pas manger de poils et pour bien manger la viande. Le loup, c'est un boucher, c'est propre quand il mange, pas le chien. Le chien, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un loup, à la base, que nous avons déséquilibré pour convenir à nos besoins humains. Donc, le chien, c'est un loup artificiel et déséquilibré de base. Pourquoi en Saône-et-Loire, il y a certaines zones qu'on ne peut pas protéger ? Alors ça, c'est pareil, c'est encore une question qui va dépasser un petit peu ma compétence. Donc en fait, en zone de montagne, il y a aussi des zones qui ne sont pas protégeables, les zones qui sont extrêmement étendues, où les brebis vont consommer de nuit parce que la journée il fait trop chaud, ça c'est une zone qui n'est pas protégeable. Les zones où il fait très chaud la journée, il y a certaines brebis qui vont aussi aller dans des prairies forestières, ça c'est aussi des zones qui ne sont pas protégeables. Aujourd'hui, les haies qui encadrent le pâturage dans le Clunisois, plus les très petits troupeaux qui se trouvent un petit peu partout, ça crée des couloirs de circulation, c'est des passoires à loups, Les loups, ils ont totalement accès aux prairies, ils y vont comme ils veulent, c'est vraiment des passoires. Il y a trop de petits troupeaux, on peut pas mettre des chiens, on peut pas mettre des bergers de partout. Donc c'est pour ça que c'est une zone qui est difficilement protégeable. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas cohabiter avec le loup ? Moi, je pense qu'il y a des moyens, on peut cohabiter avec le loup. Le message que moi je veux vraiment passer, je suis pas contre les bergers, je les aime beaucoup, c'est des gens que j'adore beaucoup, j'aime beaucoup, mais aujourd'hui, on est en train de faire une guerre contre le loup, c'est une guerre contre la nature. Et moi, ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est que ces gens qui sont passionnés de nature, et que j'aime beaucoup, aujourd'hui, ils font une guerre contre la nature. Ça, moi, j'ai beaucoup de mal à y comprendre, beaucoup de mal à y accepter. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une guerre, il n'y a que des perdants. Il n'y a absolument jamais de gagnants. Et cette guerre contre la nature, si nous, on la gagne, si nous, on gagne la guerre contre la nature, ça veut dire qu'on a tué la nature. Comment on vit sans la nature ? On ne peut pas vivre. Si on gagne cette guerre, on va s'éteindre nous-mêmes. La zone dans le Clunisois est très difficilement protégeable. Certaines zones ne sont pas protégeables du tout. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas cohabiter ? Si, on peut cohabiter. Mais il faut une gigantesque remise en question de tout notre système. Je ne suis pas spécialiste de la question, de la cohabitation. Pour ça, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Jean-Marc Landry, l'Observatoire du Loup, Alliance avec les loups, Ferrus, c'est tous des gens qui vont bosser là-dessus, qui vont vraiment bosser là-dessus.
Justement, Victor Morin, pour vous, les loups en dispersion ont plutôt tendance à s'attaquer au bétail. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'à votre avis, l'installation d'une meute, finalement, permettrait, contre toute attente, entre guillemets, à réduire les attaques sur le bétail? Il y a une étude qui a été faite en Europe centrale à ce sujet-là, où on a découvert que le loup préfère s'attaquer aux proies sauvages. Mais pour s'attaquer aux proies sauvages, il faut une meute structurée. Les proies sauvages, c'est plus difficile à attraper que les brebis. Les brebis, c'est la facilité. La différence, on va prendre un steak haché, il faut aller chercher le steak, il faut le hacher, il faut le cuire, il faut du beurre, il faut une poêle, il faut du feu, il faut machin. Et à côté, moi, je vais vous mettre du chocolat, vous avez juste à tendre la main pour attraper votre chocolat. C'est exactement le même principe. Le steak haché, c'est le chevreuil, c'est le sanglier. Le chocolat, c'est la brebis. C'est exactement le même principe. Mais pour attraper le chocolat, il faut affronter le chien de protection ou il faut affronter l'humain. Ça fait peur. Quand on est tout seul, on n'a pas trop le choix. Quand on a une meute qui n'est pas structurée, quand on a une meute qui a voyagé sur tout son territoire pour changer de zone, pour s'installer à l'autre bout de son territoire, une meute qui a voyagé, on n'a pas trop le choix. Là, il faut taper le chocolat parce qu'on n'est pas en condition, on n'est pas en capacité pour l'instant d'aller taper du chevreuil, d'aller taper du sanglier, j'ai pas trop le choix. Après, on a des zones, on a des cultures de chasse aussi. Ce qu'il faut absolument éviter en France, ce qu'il faut absolument éviter dans le Clunisois, et c'est ce qui s'est passé avec le loup qu'on a tué en juin 2021, c'est une culture de chasse pastorale, c'est-à-dire des individus qui vont s'habituer à chasser le pastoral et qui vont inclure ça dans leur quotidien, dans leur habitude, dans leur culture de chasse. On a des meutes à Yellowstone qui vont se spécialiser à chasser le bison, d'autres qui vont se spécialiser à chasser l'élan, d'autres que, à Vancouver, par là-haut, en Colombie-Britannique, au Canada, on a des loups pêcheurs, des loups qui vont pêcher des poissons, qui vont chasser le crustacé, qui vont chasser les loutres de mer. Ce qu'il faut absolument éviter dans le Clunisois, c'est la culture de chasse pastorale. C'est ça qu'il faut éviter. Et le jour où on aura une meute qui sera bien installée, bien structurée, on a une meute qui, théoriquement, va plutôt se tourner vers le gibier sauvage que vers la brebis. Là, on aura un autre problème, c'est la cohabitation avec les chasseurs. Le loup, on le sait toutes et tous, c'est une espèce strictement protégée. Victor Morin, pour vous, le plan loup, il est inefficace tel qu'il est appliqué aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors aujourd'hui, quand on a un loup qui tape des brebis, on se pose pas 36 questions, on fait venir les louvetiers, la brigade loup qui va venir tirer les loups. Il va pas forcément se poser 36 questions, il y a un loup qui approche, il y a un loup dans le viseur, il y a un loup qui approche, paf, on tire. Donc aujourd'hui, on va avoir une population qui va être approximativement de 600 loups par l'OFB, donc c'est le chiffre officiel, qui à mon avis est bien supérieur, et on va taper 21% de la population, ce qui est gigantesque. On se pose pas de questions, paf, on tire. Donc on va créer une déstructuration des meutes. S'il manque de bol, on va taper un individu clé, le meilleur chasseur de la meute, ou alors on va taper le couple reproducteur, on déstructure les meutes. Donc parfois, on va carrément faire exploser les meutes. À court terme, c'est qui tout double. Soit ça va augmenter les attaques, soit ça va les arrêter. On ne peut pas prendre le risque d'augmenter les attaques à court terme. Quoi qu'il en soit, cette explosion des meutes va créer une accélération de la colonisation. C'est pour ça qu'on a des loups en Charente, en Normandie. Comme on fait exploser les meutes, on a plein d'individus qui partent un peu à droite à gauche, qui partent où ils peuvent. Et donc on accélère. Donc c'est exactement l'effet inverse que le gouvernement veut. Le loup, on va le réguler. Oui, on va le réguler, mais votre plan loup, il accélère la colonisation finalement. Donc c'est exactement l'effet inverse que ce qu'on veut. Donc ça marche pas, ça. Alors je ne suis pas en train de dire, donc on a vraiment le débat de ceux qui veulent exterminer le loup. Ça, c'est une guerre contre la nature. C'est suicidaire. C'est suicidaire pour l'humain. L'humain, c'est un terrien, mais le loup, c'est un terrien aussi. Donc vouloir exterminer une espèce, c'est vouloir exterminer un terrien. C'est un génocide, c'est un crime contre la terre elle-même. Donc ça, on peut pas donner ce genre de discours-là, même si je comprends la difficulté des éleveurs. Par contre, de l'autre côté, les anti-loups qui nous disent il faut pas tirer du loup, ils ont tout faux aussi. Un loup qui va développer une culture de chasse pastorale, qui va s'habituer à taper de la brebis et que de la brebis, c'est un loup qui va apprendre à sa meute à chasser des brebis, qui va apprendre à ses louveteaux à chasser des brebis. Ces louveteaux vont partir en dispersion. S'ils se placent en couple reproducteur, en leader d'une autre meute, ils vont instaurer cette culture de chasse aux autres meutes. Là, on est sur un effet de chaîne. Les individus qu'il faut taper aujourd'hui, qu'il faut tirer par tir de loup, c'est des individus qui se spécialisent dans le pastoral. C'est ces individus-là qu'il faut taper et pas les autres.
Et aujourd'hui, on ne donne pas les outils pour taper ces loups-là, pour tirer ces loups-là. Il faut envoyer des spécialistes sur le terrain qui vont étudier le sujet, qui vont cibler le bon loup à tirer. Et ça, on ne le fait pas aujourd'hui. Donc le plan loup, comme il est appliqué aujourd'hui, c'est un plan qui est fait pour acheter la paix sociale. Et c'est une guerre contre la nature qui ne marche pas. Je sais que ce n'est pas votre domaine non plus, Victor, mais on va quand même rappeler que lors d'une attaque de loups, les éleveurs sont indemnisés. Vous pouvez nous dire rapidement comment ça se passe? Je crois que vous avez fait des recherches sur le sujet. Donc l'indemnisation, d'après mes informations, ça va dépendre de certaines races, ça va dépendre aussi de l'âge et de l'état de la brebis, si la brebis est pleine ou pas. Donc apparemment, ça dépend entre 80 et 150 euros par brebis. J'ai aussi trouvé le chiffre de 270 euros par brebis, mais ça me semble légèrement exagéré. Donc il faut vérifier ce chiffre-là. On va avoir une indemnisation due au stress par brebis, stressée, mais qui est faible. On peut avoir aussi des pertes indirectes qui ne sont pas indemnisées, par contre. Donc on va avoir des avortements, quand même très dommageables pour l'éleveur, qui ne sont pas indemnisés. Des problèmes de lactation. Les brebis qui sont traites pour faire des fromages de brebis, comme le Roquefort, on va avoir des problèmes de lactation, moins de lait, ou du lait qui est pas bon parce que le lait est stressé. Ça, c'est pas des pertes qui sont indemnisées. Il faut indemniser ça. On va avoir des retards de croissance pour les jeunes brebis stressées. Donc, on va avoir des problèmes de rentabilité pour l'éleveur. Ça, c'est pas indemnisé non plus. Ça, il faut y indemniser pour l'éleveur. On va avoir un travail sur le capital génétique. Les éleveurs, surtout les éleveurs qui sont installés depuis très longtemps, ils font un travail de sélection sur leurs brebis. Et si on leur tape toute une population de brebis alors que l'éleveur, ça fait des années, des générations qui travaillent sur cette génération-là et on lui met tout son capital génétique à la poubelle. C'est des générations, des décennies de travail qui peuvent tomber. Et ça, c'est pas indemnisé non plus. Et pour avoir tous les détails de ça aussi, il faut vraiment se tourner vers les organismes spécialisés là-dedans. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Jean-Marc Andry, Ferrus. Victor Morin, pour finir, en montagne, mais aussi dans certains départements de Bourgogne, comme Lyon, on utilise, pour se protéger, pour protéger les troupeaux, des patous. Alors, la cohabitation est parfois difficile entre les randonneurs, les promeneurs et les patous. Vous êtes éducateur canin. Victor Morin, quels sont les bons réflexes à avoir pour nos randonnées de cet été? Restez calme, panique pas. Les patous, ils font leur travail. Ils ont le droit d'être là aussi. Donc, on va rester calme, on va pas paniquer. Et surtout, il va falloir accepter de contraindre un petit peu sa liberté. Il va falloir accepter que je fais pas ce que je veux où je veux. Donc, je reste calme. J'essaie de contourner le troupeau si je peux. Si je peux pas, c'est pas grave, je reste calme. Les vététistes et les motos, surtout, on met le pied à terre et on coupe le moteur de la moto. Ça, c'est très important. C'est très important. On va attacher nos chiens. On laisse pas les chiens faire n'importe quoi, surtout les chiens qui vont partir à la brebis, etc. Eux, ils vont avoir des très gros problèmes. On rattache nos chiens. Ça, c'est très important. Et on contrôle son chien. On lui apprend à rester calme. Ça, c'est de l'éducation. Apprendre à son chien à rester calme, ça fait partie du travail éducatif du propriétaire de chien. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent. Le patou, il va venir vers soi. C'est des individus qui peuvent être potentiellement très, très impressionnants. On va essayer de créer un obstacle entre le patou et soi pour que le patou vienne pas percer notre zone d'intimité. Le plus simple, c'est de prendre sa veste, de l'enlever et de la mettre entre soi et le patou. Comme ça, le patou, il va venir renifler la veste. Et pas nous. Donc, il perce pas notre zone d'intimité, mais il récupère les informations qu'il a besoin sur nous à l'odeur. Si on voit un berger, si on voit un panneau qui nous donne encore toutes les consignes beaucoup plus détaillées que là, il faut le lire, il faut prendre les consignes auprès du berger, il faut prendre les consignes auprès de l'éleveur. On n'hésite pas à faire ça. Si on voit aussi, ça arrive de temps en temps, un seau de croquettes, on s'en approche pas. Jamais. Puis on laisse pas son chien s'en approcher. On est attentif à ça, ou un seau de croquettes ou un seau d'eau, on est attentif à ça et on fait le tour. On reste assez loin. Il faut comprendre que sur les chemins de randonnée, le patou, il est chez lui. Nous, on est chez le patou. Si moi, je passe sur votre propriété et que je fais n'importe quoi, je vais avoir des problèmes. Voilà, c'est le même principe. Je vais me comporter comme étant invité sur la propriété du patou. Je ne fais que passer. Relax, mon garçon. Je te veux rien de mal. Je vais pas attaquer tes brebis. Tout va bien. Si on respecte toutes ces consignes-là, théoriquement, ça se passe très bien. Vous parliez d'attacher des chiens de compagnie. Je crois qu'il faut pas avoir le mauvais réflexe de les porter. Ah non. Non. Ça, le chien n'a rien à faire dans les bras. Ça a 4 pattes, ça peut marcher tout seul. Et puis surtout, un chien qui est dans les bras, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le chien, quand il a un problème, il a 2 solutions. Il n'en a que 2. L'attaque ou la fuite. L'attaque, sur un chien qui est bien dans sa tête, c'est la dernière option. On va toujours privilégier la fuite ou la communication. Porter son chien dans les bras, il n'y a plus de solution à part attaquer.
Attacher son chien trop court, il n'y a pas d'autre solution à part attaquer. Donc on va attacher son chien, pas trop court, juste histoire de le contrôler. On va rester calme, rester stressé, et on ne porte jamais son chien. On ne le met pas dans une poussette non plus, on ne le met pas dans le petit porte-bagages du vélo ou de la moto. Non, on laisse marcher à côté de nous, et c'est normal. Tout est normal. Donc si on se comporte et qu'on fait croire que on a peur, que c'est oulala, c'est la catastrophe, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on crée une situation où oulala, c'est la catastrophe, oulala, c'est une situation anormale, donc on crée du stress, donc on va avoir des problèmes. On se comporte normalement, tranquillement, de manière peinard, c'est pas grave, on passe. Donc on va créer une situation normale, donc des comportements normaux, donc tout va bien se passer, tout simplement. Pour finir, Victor Morin, quelles sont les prochaines étapes de vos recherches quant à l'éducation des louveteaux ? Voilà, il y en a tellement, j'ai tellement de projets, j'ai tellement de choses. Trouver du louveteau sauvage, m'installer pour étudier du louveteau sauvage, ça c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin pour faire la comparaison avec mes recherches actuelles. J'ai aussi besoin de retourner voir du louveteau, d'étudier à partir du 15e jour jusqu'au 35e jour pour faire des comparaisons avec mes recherches actuelles, les recherches que j'ai fait au PAL. Étudier des louveteaux de 6-7 semaines, et étudier des louveteaux un petit peu plus âgés. Ça, c'est les prochaines étapes. Il y a tellement de questions que je me pose, tellement de questions auxquelles il faut que je trouve des réponses, tellement de réponses que j'ai qu'il faut que je vérifie, qu'il faut que je retravaille. C'est un travail sans fin. L'idéal pour moi, ce serait de me stationner sur une meute pendant 2 ans. On peut se procurer votre ouvrage auto-édité, Victor Morin ? Il y a une solution pour ça ou il est tout à fait confidentiel pour le moment ? Alors, il n'est pas du tout confidentiel. J'ai pas l'intention de le publier en des milliards d'exemplaires. Ça m'intéresse pas. J'en ai à la maison. On peut me contacter très facilement sur la page Facebook pour trouver le lien. Donc, c'est The Book Edition. Après, on peut m'appeler pour venir en chercher à la maison avec grand plaisir. On peut en trouver sur la page Facebook, sur le lien. C'est par Internet. On va le trouver. On le trouvera pas en librairie. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce livre, à la base, c'est une écriture qui est involontaire. À la base, c'était rassembler mes recherches sur un document. Et quand je me suis rendu compte que ce document faisait plus de 200 pages, j'ai dit, c'est stupide de le garder pour moi, tac, je le partage. Donc à mes yeux, c'est un gigantesque brouillon, où il y a beaucoup plus de questions que de réponses, il y a beaucoup plus d'hypothèses que de réponses. Il y a ma folie aussi, la folie de ma tête, l'océan que j'évolue avec des pensées un petit peu à droite à gauche. Quels sont les souvenirs d'enfance du louveteau, tout un tas de bricoles comme ça. C'est des questions que j'étudie, des questions que j'explore, qui m'amusent aussi d'explorer. Je m'amuse beaucoup dans mes recherches à me poser des questions. Donc il faut comprendre, il faut être indulgent. C'est un énorme brouillon, c'est un travail que j'ai fait tout seul. J'ai pas eu d'aide d'éditeur. J'ai pas eu l'aide de mon professeur de français, j'ai pas eu de relecture par un éthologue. C'est vraiment mon travail, c'est le travail de ma vie, dans l'état actuel, au moment où j'ai posé le point final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plusieurs mois après avoir déposé le point final, il faut déjà le modifier. Dans quelques années, je vais me remettre à travailler sur ce livre à nouveau, et je publierai une seconde édition. Et dans 10-15 ans, je publierai une 3e édition. Et régulièrement, je publierai une édition nouvelle. Donc pour se le procurer, la meilleure solution, c'est d'aller voir sur ma page Facebook, Victor Morin, ou Victor Morin, éducateur canin. Et vous trouverez le lien pour accéder directement au livre L'éducation du louveteau, ou aller directement sur le site The Book Edition, recherchez l'éducation du louveteau et vous finirez certainement par le trouver. Ou alors il y en a des exemplaires dans mon chalet. Voilà. Merci beaucoup Victor Morin. Je rappelle que vous êtes comportementaliste animalier, spécialisé entre autres dans l'éducation des louveteaux. Pas que, puisque vous êtes aussi éducateur canin. Et puis on aura, je pense, l'occasion de vous accueillir de nouveau, notamment pour parler de l'éducation des chiens. Tiens, merci. Merci Victor. C'est moi. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.